Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire les 5 enseignements à retenir du Barça après la série de la mort avec le Bayern et le Real. Juste avant de commencer, un grand merci à Gabin Design pour cette miniature. C'est grâce à lui qu'on peut avoir d'aussi belles miniatures sur la chaîne. Donc n'hésitez pas, je vous mets ses liens TikTok et Insta à l'écran et en description. Vous pouvez aller le voir pour quelque chose de perso. Il fera vraiment un travail de qualité. Un grand merci à lui. Donc sans plus tarder, on va commencer par le premier enseignement. Et le premier enseignement, c'est qu'après ces 2 victoires, le Barça est favori partout. Je m'explique. Quand je dis favori partout, en fait c'est quasiment favori partout, puisque le Barça est maintenant favori en Liga, ça c'est logique. Le Barça de toute façon va être favori partout en Espagne, Supercoupe, du Roi ils seront favoris. Donc la dernière compétition qui reste, c'est la Ligue des Champions. Pour moi, le Barça est largement favori, juste derrière City. Cela dit, City, quand on regarde, ils ont gagné leur match difficilement. On voit Southampton, c'est que 1-0. Fulham, ils ont galéré, c'est 3-2, mais franchement, Fulham aurait largement pu égaliser. Et je parle même pas des Wolves, où ils ont gagné 2-1 avec une égalisation de John Stones à la dernière seconde. Donc en ce moment, avec la blessure de Rodri, City a vraiment beaucoup de mal. Alors peut-être que ça va changer, puisqu'ils ont quand même pas mal de blessés également. Ils auront De Bruyne qui vont revenir. De Bruyne, c'est quand même une pièce maîtresse de leur jeu. Mais pour moi, à part City, personne n'est au-dessus du Barça sur ce début de saison. Certes, ça veut rien dire, c'est que les 2 premiers mois ou les 3 premiers mois. Mais à partir du moment où le Barça a étrié le Bayern et le Real, et que le Real n'a pas existé et que le Bayern n'a quasiment pas existé hormis sur les 20 premières minutes, je suis désolé, tu es obligé d'assumer un nouveau statut, et ce statut-là, c'est de dire que le Barça aujourd'hui est plus que favori en Espagne et est second favori en Ligue des Champions. C'est un rôle qui va bien évidemment être très dur à assumer parce que toutes les équipes vont vouloir nous taper. Là on va arriver, on va voir l'Espagnol de Barcelone qui bien évidemment vont nous saouler comme d'habitude, vont jouer leur vie contre nous alors qu'ils prennent des 18-0 contre le Real. Après on va aussi à l'Étoile Rouge de Belgrade, ça reste un déplacement compliqué même si ils vont pas très bien. Quand tu vois qu'ils ont pris 5-1 contre Monaco, bon, 5-1, ça fait quand même mal. En plus, surtout, c'est à Monaco. C'est très bien que Monaco, c'est pas forcément le stade le plus dur, tout simplement parce que y a personne. Là, c'est un nouveau statut que doit assumer le Barça. Faudra pas de choc, comme je l'ai dit sur ma vidéo débrief entre le Real et le Barça. Mais pour l'instant, en tout cas, ça part bien. Le second enseignement, c'est le trio d'attaque composé de Rafinha, Lamine Yamal et Lewandowski. On va évoquer les joueurs un par un pour donner les stats de chacun. Concernant Rafinha, il est à 10 buts et 7 passes D, toutes compétitions confondues, donc 17 GA, c'est vraiment énorme. Pour Lewandowski, on est à 17 buts, il est actuellement d'ailleurs le meilleur buteur de la Liga et de très loin avec 14 buts, et il a aussi 2 passes D. Et concernant Lamine Yamal, on est à 5 buts et 7 passes D. Si on cumule toutes leurs goals et assists sur l'ensemble des compétitions, alors attention, hein, quand je dis tout, ça veut dire que par exemple Lewandowski qui fait une passe décisive à Lamine Yamal, ça compte pour une passe décisive et un but, c'est important à comprendre. Donc si on cumule les 3, ça nous fait 49 buts et passes décisives en cumulé sur toutes les compétitions. Cherchez pas, hein, c'est énorme. Le Barça est la meilleure équipe offensive d'Europe et de très 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 loin. Si je dis pas de bêtises, c'est le PSG qui est second. Alors quand on regarde le trio d'attaque, on peut dire que franchement il est totalement complémentaire. On a un très jeune joueur qui est dans les dribbles, qui est dans le fait de faire la différence. À gauche t'as Rafinha qui est plutôt dans le pressing, dans le don de soi, dans aussi les contre-attaques, il est beaucoup dans les contre-attaques. Et enfin, t'as Lewandowski qui est assez vieux, on va pas se mentir, qui est pas très rapide, mais qui est là pour l'efficacité. Il arrive, s'il y a un tapin à mettre, il te le met, et c'est la différence d'ailleurs avec la saison dernière où il les ratait tous. Et voilà, c'est tout. Il fait but à chaque fois, il fait mouche tout le temps ce type, c'est une dinguerie d'ailleurs. C'est un trio qui se complète parfaitement, c'est un trio qui marche aussi parfaitement comme on peut voir. Quand il y a autant de goal assist sur le début de la saison, ça me fait limite penser à la MSN. Pour l'instant, ça marche bien parce qu'il est totalement complémentaire. J'espère que ça continuera dans le sens, mais c'est un élément ultra important pour le Barça d'Hansi Flick. Alors on sait que Flick se base beaucoup sur l'attaque, il se base quasiment en fait que sur l'attaque, dans le sens où son principe de jeu c'est ok, on peut encaisser 18 buts, je m'en fous du moment qu'on en met 19. Flick veut toujours mettre le plus de buts possible et s'en fout de prendre d'autres. C'est pour ça peut-être d'ailleurs que ce trio surnage. En tout cas,
pour l'instant ça marche parfaitement et faudrait que ça continue dans ce sens parce que pour l'instant ce trio est juste magique et encore une fois on l'a vu, le Classico montre parfaitement l'alchimie qu'a ce trio et montre parfaitement les qualités de chacun. Le troisième enseignement, c'est un joueur, c'est Iñaki Peña. Alors on est obligé d'ouvrir ce dossier après le match qu'il a fait contre le Real surtout parce qu'honnêtement contre le Bayern j'avais pas trop aimé, il y avait des sorties que j'avais trouvées assez dangereuses. Il y avait notamment une qui m'avait énormément énervé parce qu'il y avait clairement un manque de communication avec Inigo Martinez et ça avait failli finir par un but du Bayern parce qu'il s'était mal compris, etc. Au final on avait eu de la chance, ça s'était bien dégagé en touche. Mais quand on regarde le match du Real, on se dit que c'est pas Iñaki Peña qui était au goal à ce niveau-là, parce que je suis désolé, mais au niveau des sorties franchement c'était impeccable, parce que même quand Mbappé n'était pas hors jeu et qu'il partait dans la profondeur, ce qui arrivait quasiment jamais, Peña il était toujours là pour prendre la balle, il sortait en avance, Mbappé n'avait pas le temps d'arriver et Peña dégageait la balle en touche, fini, pas d'action, c'était parfait. Franchement, ça c'est de l'anticipation, ça c'est un gardien limite à la Neuer qui est très très haut sur le terrain. Aussi à un moment il y avait Pau Lopez avec Marseille, on le voyait limite à la ligne médiane du terrain, c'était du grand n'importe quoi et Twitter avait pété son crâne dessus tellement c'était drôle. Mais c'est pas tout parce que on l'a vu aussi, Peña a été très très bon sur les arrêts, notamment sur l'arrêt de Bellingham, c'était du grand n'importe quoi. Cet arrêt honnêtement, je sais même pas comment il a réussi à le faire parce qu'en fait il n'est même pas sur la trajectoire du ballon de Bellingham. C'est-à-dire que Bellingham est je pense à 1 mètre, allez maximum 2 mètres des cages, c'est un tap-in et Iñaki Peña arrive à faire un arrêt juste monstrueux et sort la balle. On était peut-être sur l'arrêt de l'année là très clairement. Mais même au-delà, il y a un face-à-face arrêté face à Mbappé. Tous les face-à-face que Mbappé a eu, même s'ils étaient hors jeu, il les a tous arrêtés. Les dégagements étaient pas mauvais, ils étaient normaux. Il y avait pas non plus un dégagement de fou en mode passe de Casado pour Lewandowski sur le premier but. Mais franchement ça faisait l'affaire. Donc moi ce que j'ai envie de dire c'est que si Iñaki Peña continue à montrer ce niveau, pourquoi pas? Vraiment pourquoi pas? Après s'il continue à montrer le niveau des derniers matchs où c'était catastrophique à tous les matchs, c'est sûr que non. Mais j'ai hâte quand même de revoir Peña face à l'Espagnol de Barcelone parce que là c'est aussi un gros test, qu'on le veuille ou non. Ça reste quand même un derby, c'est toujours chaud contre l'Espagnol, on a toujours du mal. Donc franchement Peña je l'attends au tournant contre l'Espagnol pour nous montrer que non, ce n'était pas qu'une question de chance face au Real, que non, ce n'était pas juste un match qu'il va faire et après c'est terminé. On l'a vu quand même qu'il y a eu quelques bonnes performances. Contre l'Atlético l'année dernière, il avait fait une performance de fou furieux pour garder les cages inviolées au Barça et il y avait une autre performance aussi juste après le match contre l'Atlético ou juste avant, je sais plus c'était avant ou après. Il avait fait une très bonne performance et après franchement c'était catastrophique. Mais voilà, peut-être que Peña en fait a du talent, on sait jamais. Le quatrième enseignement, et je sais que je l'ai déjà évoqué lors de la dernière vidéo, que je l'ai déjà évoqué probablement lors de la première vidéo 5 enseignements, c'est le piège du hors-jeu. Contre le Bayern, les 20 premières minutes, le piège du hors-jeu était ultra dangereux et très mal fait, je m'explique. Sur les 20 premières minutes, le Barça a eu beaucoup de mal, ça vous découvrez rien, même si après ça s'est amélioré, les 20 premières minutes vraiment catastrophiques. Et sur ces 20 premières minutes, il y avait notamment un gros défaut, c'était la ligne défensive. Déjà, elle n'était pas bien alignée, mais surtout, elle était beaucoup trop haute, et cela faisait que les joueurs du Bayern n'étaient pas hors jeu, ils n'étaient jamais hors jeu, et le piège du hors jeu ne marchait quasiment pas. Il a marché une fois sur un but de Harry Kane qui a été annulé, mais sinon ça a pas marché tout le temps. Mais après ça s'est corrigé après le but du Bayern de l'égalisation. On a vu déjà que c'était beaucoup mieux parce que ils étaient beaucoup mieux alignés, ils étaient pas forcément plus bas, mais je sais pas, il y a quelque chose qui a changé. En tout cas, le Bayern était pas mal hors jeu, mais franchement le Bayern c'était pas le plus choquant. Moi ce qui m'a le plus choqué c'était vraiment contre le Real, et forcément c'était surtout contre Mbappé. Mbappé a été 8 fois hors jeu sur ce match et le Real a été 12 fois hors jeu sur ce match. Au niveau des stats, le Barça en est à 77 hors jeu. Vous pouvez me dire ouais 77 hors jeu, franchement ça me paraît bon, mais dans ce cas-là comment vous expliquer que la deuxième équipe qui a fait le plus de hors-jeu c'est Brighton et qui sont seulement à 35? C'est-à-dire que vous multipliez par 2 le nombre de hors-jeu de la seconde équipe qui a fait le plus de hors-jeu sur les 5 grands championnats, j'ai oublié de le préciser, c'est sur les 5 grands championnats, ça ne fait même pas le total du Barça, il serait qu'à 70. Le nombre de hors-jeu réalisés par le Barça est juste stratosphérique, c'est abusé, vraiment c'est abusé, et le match du Real c'est vraiment le point d'orgue de cette tactique, avec aussi le match contre le Deportivo Alavés où c'était là aussi complètement effarant ce qui s'était passé. Chaque action le Deportivo Alavés c'était hors jeu, mais on a vu du coup que le piège du hors jeu marche totalement contre les grosses équipes. C'était la principale inquiétude
inquiétude qu'on avait sur ce point. Est-ce que le piège du hors-jeu va marcher contre le Real? Est-ce que le piège du hors-jeu va marcher contre le Bayern? Et d'ailleurs, beaucoup de Madrilènes avaient dit, ouais, Flick, si t'as des couilles, mets le même piège du hors-jeu contre nous, on va voir si ça marche. Il l'a fait, ça a très très bien marché aux dernières nouvelles. Il les a explosés avec ce piège. Franchement, je pense que Mbappé, encore aujourd'hui là, 17h12, 29 octobre, ça fait 3 jours que le match il est terminé, voire 4, je sais même plus. Je pense que il est encore hors jeu. Il est encore hors jeu, Mbappé, à l'heure actuelle. Ils étaient totalement tout le temps hors jeu. Chaque action qu'ils faisaient, c'était hors jeu. Ou alors, c'était juste pas une action. Genre, c'était pourri leur action. Donc, on a vu que même contre des joueurs rapides, même contre des joueurs soi-disant très forts, même si on compte pas Mbappé parce qu'il est nul, ça marche totalement. Et oui, ça marche totalement. Et du coup, c'est un point qui est très intéressant puisque si t'es une petite équipe, tu te dis, ouais, ok, le piège du hors-jeu, moi je peux le battre. Mais non, en fait. Tu regardes, tu te dis, mais du coup, comment je peux le battre puisque, littéralement, les meilleures équipes d'Europe n'ont pas réussi. Le Real n'a pas réussi. Le Bayern n'a pas réussi. Le Bayern a réussi seulement sur 20 minutes. Moi, je suis une petite équipe, je me dis, ok, je vais pas jouer sur les contre-attaques. Je vous le dis très clairement, je suis le coach, je ne vais pas sur ça. Moi, je me dis, vas-y, on fait des montées de balles assez lentes, des possessions, etc. En tout cas, jamais je vais sur ça. Et après, il y a forcément une équipe qui va battre le piège du hors-jeu du Barça, c'est logique. Sur une 50-60e de match, bien sûr qu'il y en a quelques-unes qui vont réussir, mais franchement, s'ils réussissent, c'est un grand GG à eux, on sera là pour les féliciter. Donc voilà, ça c'était concernant le piège du hors-jeu, et on passe directement au 5e et au dernier enseignement déjà de la vidéo. Donc le 5e et dernier enseignement, c'est les latérales, monsieur Jules Koundé et monsieur Alejandro Balde. On va surtout s'attarder sur Jules Koundé, mais on va vite fait commencer par Alejandro Balde. Alejandro Balde a sorti 2 très très grands matchs contre le Bayern et contre le Real. Contre le Bayern, il a tout simplement bouffé dans tous les sens du terme Davis, il lui a vraiment fait du sale. Donc c'est plutôt impressionnant de sa part parce que il était sur un début de saison que je trouvais assez en deçà de ce qu'il pouvait apporter, en deçà de ce qu'on voyait des autres joueurs qui performaient de malade, et lui il était, je trouve, un peu sur le côté, on le voyait pas beaucoup. D'ailleurs je crois que j'ai jamais parlé de lui sur les débriefs depuis le début de la saison ou même sur les avant-matchs, donc c'est pour vous dire à quel point je n'ai pas parlé de lui parce qu'il ne faisait pas parler de lui tout simplement. Et encore une fois, contre les Real, on est peut-être sur la meilleure prestation all-time de Alejandro Balde. Je suis désolé, on l'a beaucoup critiqué pour ses centres à juste titre parce que les centres toujours contrés, on n'en pouvait plus. Et là franchement, la contre-attaque de fou qu'il met au Real pour après faire un centre juste magnifique qui dépose parfaitement sur la tête de Lewandowski, franchement le centre il était assez compliqué, même plus que compliqué. C'est des progressions de Balde. Et oui, je suis désolé, la progression de Balde est assez mise en évidence sur ces 2 matchs. Peut-être que Flick est en train de faire un travail qui commence à porter ses fruits avec lui, en tout cas on l'espère. Et par contre, Jules Koundé, là, on découvre rien avec lui, juste il confirme son statut de meilleur latéral droit du monde. Ça c'est clair et net, il y a plus de débat maintenant, il a pocket toute la terre, il a pocket Vinicius, il a pocket Olise, il a pocket qui vous voulez, toute la Liga il la pocket. Koundé est trop fort, Koundé est trop fort défensivement, ça c'est logique puisque de base c'est un défenseur central, donc à ce niveau-là on découvre rien. Défensivement c'est solide, il prend pas forcément de débordement, niveau alignement pour le piège du hors-jeu c'est parfait. On a vu face à Vinicius, il est passé qu'une seule petite fois, c'est ridicule. Mais par contre, ce qui est aussi magnifique, c'est que Koundé fait plus que progresser offensivement sur ce poste. Il devient vraiment très dangereux. Les combinaisons avec Lamine Yamal qu'il est en train de développer, c'est très beau, c'est très beau. On voit des automatismes qui commencent à se créer, il déborde beaucoup, il commence beaucoup à centrer. Enfin bref, Koundé commence à être vraiment à l'aise sur ce poste. C'est logique vu qu'il est là, littéralement le meilleur actuellement à ce poste, mais franchement on se régale quand tu vois que on a le meilleur latéral droit du monde avec un mec qui n'est même pas latéral droit de base. Que demander de plus franchement. Donc non, Koundé s'il continue comme ça, je sais même pas jusqu'à où il peut aller. Peut-être qu'il peut viser un top 30 ballon d'or, honnêtement moi je suis sûr qu'il peut le faire. S'il continue comme ça, c'est sûr qu'il va le faire. S'il garde cette solidité défensive et qu'il continue à s'améliorer défensivement, je plains franchement les défenseurs et les attaquants adverses qui vont vraiment devoir gérer un côté de malade mental avec Lamine Yamal et Jules Koundé. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos. Donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Il y a aussi un contenu parallèle sur TikTok. Et enfin, vous pouvez me suivre sur Twitter. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche. Et moi, je vous dis tchuss.